Comment décririez-vous ce que fait Israël à Gaza en ce moment? Oui, tu as raison. Donc cela s'est produit après le 2 mars, lorsqu'ils ont coupé toute la nourriture et l'aide humanitaire. Eh bien, il n'y a aucune justification militaire à cela. En ce sens, si quelqu'un croyait encore aux mensonges qu'Israël racontait, comme quoi ils essayaient de briser le Hamas ou ce genre de choses, tout cela a été révélé au grand jour. Je veux dire, il n'y a pas moyen de le nier. C'est l'instrumentalisation de la famine, qui a maintenant atteint des proportions très dramatiques. Non seulement des gens meurent de faim, mais les médecins ne peuvent plus travailler parce qu'ils ne peuvent pas manger. Les journalistes ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas de nourriture. Ils sont trop faibles. Donc il n'y a aucune justification militaire à cela. Mais c'est le dernier chapitre du génocide. C'est le dernier chapitre de tous les génocides. Vous pouvez demander aux 3 millions d'Indiens morts lors de la famine du Bengale en 1943, ou aux Arméniens, ou aux Herero et Namaka en Namibie sous occupation allemande, ou même à Srebrenica. Je veux dire, on coupe la nourriture. C'est ce qu'on fait. En Bosnie, où j'ai couvert Srebrenica, c'était la tactique. Donc, c'est le dénouement naturel de tous les projets génocidaires. Mais à ce stade, oui, on peut dire qu'il y a une justification militaire à cela. Et puis, bien sûr, ils utilisent de façon très cynique et sadique de maigres colis alimentaires comme appât pour attirer les Palestiniens affamés et malnutris vers le sud, afin de les placer dans des camps de concentration encerclés. Ils doivent être soumis à un contrôle militaire pour pouvoir entrer. Au départ, 600 000 personnes. Ils parlent maintenant d'y mettre les 2 millions de personnes. Et ensuite, ils resteront là, à pourrir, jusqu'à ce qu'Israël trouve un moyen de les expulser. Et bien sûr, la destruction du tissu social a toujours fait partie du plan. C'est pourquoi ils ont toujours attaqué la police, détruit toutes les universités, anéanti la classe intellectuelle, ciblé les journalistes, ciblé les médecins et créé ce genre d'enfer sur Terre. Tout cela est intentionnel. Donc oui, à ce stade du projet génocidaire, il n'est plus possible de justifier militairement de telles mesures. Je dirais donc qu'après le 2 mars, les subterfuges qu'Israël utilisait pour masquer son génocide ont été abandonnés. Mais Israël sait très bien qu'il n'y aura pas d'intervention. Les États-Unis continueront de l'approvisionner. Je crois qu'environ 80% de toutes les munitions proviennent des États-Unis. Les dictatures arabes, à l'exception du Yémen, le Yémen est le seul pays qui a tenté de stopper réellement le génocide. Mais vous savez, la collaboration avec la Jordanie, avec l'Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis, on a mis en place un pont terrestre. J'y étais. J'étais en Jordanie l'été dernier et j'ai littéralement vu des centaines de camions traverser le pont King Hussein vers Israël pour livrer ses légumes, ses biens de consommation et tout le reste qu'ils n'obtiennent plus régulièrement à cause de la perturbation du transport maritime par les Yéménites. Mais il s'agit d'un projet adopté par les régimes arabes eux-mêmes. En dehors d'une intervention extérieure, à ce stade, la seule réponse morale, je dirais, serait coercitive, dans le sens où il faudrait envoyer des navires de la marine turque et d'autres marines pour briser le blocus et imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de Gaza. C'est ce qui s'est passé dans le nord de l'Irak, j'y étais, je l'ai couvert, lorsque le régime irakien s'en est pris aux Kurdes et, face à un risque de génocide, les forces irakiennes ont été repoussées au sud du 38e parallèle et une zone d'exclusion aérienne a été instaurée. C'est exactement ce qu'il faudrait faire à Gaza, mais je ne pense pas que cela se produira. Oui, je ne pense pas que la Turquie va affronter Israël. Je veux dire, elle ne confronte même pas Israël en Syrie, dont elle est récemment devenue le protecteur. Israël accumule de plus en plus de terres et contrôle le ciel, et la Turquie laisse faire.
alors même qu'elle a investi dans ce projet en Syrie depuis si longtemps. Vous avez mentionné que vous écriviez un nouveau livre sur Gaza et que vous aviez pu interviewer des Palestiniens en Égypte. Si possible, parlez-nous un peu de cela. Donnez-nous quelques aperçus de vos découvertes lors de vos entretiens avec les Palestiniens. J'ai publié un livre intitulé « Un génocide annoncé » qui tente de replacer le génocide dans son contexte. Rappelez-vous, j'ai passé de très nombreux mois de ma vie à Gaza sur une période de 7 ans. En fait, j'ai vécu à Gaza. C'est donc un sujet que je connais très bien. Mais ce livre est différent. Je le réalise avec un dessinateur, Joe Sacco, qui a écrit Notes sur Gaza et Palestine. Nous avons interviewé des Palestiniens de Gaza exilés en Égypte et nous utilisons leurs témoignages pour reconstituer ce qui s'est passé sur le terrain. Nous n'interviewons aucun responsable, qu'il soit palestinien, israélien ou autre. C'est une démarche qui part de la base. Il y a une vingtaine d'années, nous avions réalisé un reportage pour Harper's Magazine intitulé « Journal de Gaza » où nous avions vécu dans un camp de réfugiés. D'ailleurs, Khan Yunis a été effacé. Cela n'existe plus. Nous vivions dans le camp de réfugiés et nous écrivions simplement, jour après jour, sur ce qu'était la vie pour les Palestiniens, y compris bien sûr le fait d'être témoin d'enfants provoqués par des soldats israéliens en arabe. J'entendais ces mots en arabe, vous savez, qui signifient « viens, viens ». Et puis ils se mettaient à dire des insultes et autres. Les petits-enfants, je parle d'enfants de 9 ou 10 ans, ramassaient des pierres et les lançaient vers la Jeep blindée. Les Israéliens voyaient que j'étais là. Les soldats israéliens sortaient et leur tiraient dessus, dans certains cas les tuant, dans d'autres les blessant. Nous ne nous attendions pas à voir cela. C'est arrivé un des jours où nous étions là. Je voulais simplement montrer à quoi ressemblait la vie sur le terrain. Et c'est ce que nous faisons maintenant, la vie sous le génocide. Donc, le premier chapitre s'appelle « Premier jour, puis fuite ». Et c'est ce que Joe dessine et ce que j'écris, parce que nous ne voulons pas que ces histoires soient perdues. Tout projet génocidaire vise l'effacement, notamment l'effacement d'un peuple, mais aussi l'effacement d'une culture, de leur histoire, de leur récit. Et c'est, vous savez, je suis sûr que nous allons perdre beaucoup d'argent avec ça. Mon éditeur, Simon & Schuster, m'a même dit de ne pas écrire de propositions. Ils ne veulent pas l'avoir parce qu'ils ne veulent pas gérer la controverse. Mais je pense que nous deux, Joe a passé beaucoup de temps à Gaza, j'ai passé beaucoup de temps à Gaza, et nous estimons qu'il s'agit d'un impératif moral que au moins les histoires que nous avons enregistrées ne soient pas perdues pour l'histoire, qu'elles soient conservées, archivées et publiées. Je suis assez sûr que ce n'est pas central dans le livre que vous écrivez, parce que, comme vous l'avez dit, vous êtes davantage intéressé par le fait de saisir la vie quotidienne sous le génocide et le nettoyage ethnique, et ce que cela signifie d'enregistrer ces expériences à travers les voix de ceux qui y ont échappé. Mais j'étais simplement curieux. Leur avez-vous déjà demandé ce qu'ils pensent des différents courants politiques à Gaza, notamment le Hamas et le djihad islamique, mais aussi l'autorité palestinienne, si elle a une quelconque pertinence? Leur avez-vous déjà demandé ce qu'ils pensent de ces organisations? Oui, bien sûr. Donc c'est un mélange. Je veux dire, nous avons interviewé des personnes qui soutenaient le Hamas. Nous avons interviewé des personnes qui détestaient le Hamas. Tout le monde déteste l'autorité palestinienne. C'est en quelque sorte, eh bien, c'est vraiment une force de police coloniale. C'est ce que c'est, totalement corrompu. Et je veux dire, il y a des factions armées de la paix qui rejoignent les Israéliens dans des attaques contre Jénine. Je veux dire, contre la résistance à Jénine. Donc oui, la paix est complètement discréditée. Il y a beaucoup de colère envers le Hamas. Le Hamas est très... J'ai bien connu l'un des cofondateurs du Hamas, le Dr Abdulaziz Rantisi. Et puis après qu'il a été assassiné avec son fils dans une voiture.
Je connaissais son successeur, Nizar Ryan, qui a ensuite été assassiné par Israël dans sa maison avec toute sa famille. J'ai été dans leur foyer et je les connaissais. Je considère cela comme un mouvement de libération nationale, mais il est enraciné dans une vision islamique fondamentaliste, proche de celle des frères musulmans. Un grand nombre de Palestiniens sont laïcs, et donc, par nature, ou du moins, ils ne sont pas fondamentalistes. À cause de cela, le Hamas avait tendance à se regrouper autour des mosquées. C'était un mouvement replié sur lui-même. Et je pense qu'il y avait un malaise évident face au fait que le Hamas pouvait se réfugier dans des tunnels alors que la population était massacrée à la surface. C'est quelque chose qui est ressorti. Mais oui, nous avons interviewé des personnes qui étaient probablement membres du Hamas ou de leur famille. Ils ne l'ont pas dit ouvertement, mais je suis assez certain qu'ils avaient de forts liens avec le Hamas. Et nous avons aussi interviewé des personnes qui détestaient le Hamas. Donc c'est un mélange, ce qui est bien, car tout cela figurera dans le livre. Nous n'écrivons pas de la propagande. Nous sommes journalistes. Nous écrivons ce que nous entendons et ce que nous voyons. Et donc oui, il existe un segment légitime ou un segment assez important de la population palestinienne à Gaza qui est assez en colère contre le Hamas, du moins d'après ce que je peux constater. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.